Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Sécurité des données dans le cloud avec Maître Olivier Itéanu. Je me présente, je suis Amaury Leroux, chargé de marketing chez Rohde & Schwartz Cyber Security et je suis en présence de Gilles Darpa, notre VP Sales, et de Maître Olivier Itéanu, avocat spécialisé numérique et data. Bonjour messieurs, et avant de vous laisser la parole, je vais vous donner quelques informations techniques. Donc, ce webinaire est enregistré et vous recevrez dans quelques heures le lien pour y accéder autant de fois que vous le désirez. Pour poser vos questions, qu'elles soient techniques ou juridiques, nous serons très heureux d'y répondre en fin de session. Pour cela, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions que vous auriez dans la catégorie chat de GoToWebinar. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent webinaire et Gilles, je te laisse la parole pour vous présenter. Merci, donc bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. L'idée, c'est en une heure de vous présenter tous les aspects réglementaires liés à la sécurité des données dans le cloud par Maître Itéanu et de vous présenter les solutions potentielles. Donc moi, je suis le directeur commercial de Rohde & Schwartz Cyber Security. Olivier. Bonjour, Olivier Itéanu, donc je suis avocat. Je remercie Rohde & Schwartz de me donner la possibilité d'échanger avec vous. J'insiste, comme Gilles vient de le faire à l'instant, sur le fait que vous avez un petit outil là, le chat, qui permet de poser toutes questions. Et nous, on est très très avides d'avoir vos questions parce que je pense que l'échange, quand même, est le plus important sur ces sujets. Voilà. Parfait. Bien, démarrons. Alors, on va d'abord présenter nos deux sociétés. Donc, Rohde & Schwartz Cyber Security, on est la filiale d'un groupe allemand qui pèse 2,6 milliards. En France, on est donc l'ancien Denial. On a plus de 25 ans d'expérience dans la sécurité et il y a à peu près la moitié des clients du CAC 40 qui sont nos clients et on a 600 clients au total. On a des technologies souveraines qui sont certifiées par l'ANSSI et certaines approuvées par le BSI allemand. Et on a des fonctions de support qui sont en français, en anglais, qui couvrent les points de présence que vous voyez là. Et donc, on a une offre souveraine de confiance, clairement. Voilà, donc notre cabinet est un cabinet de niche, une boutique law firm. On est dédié au numérique depuis 30 ans. J'aime pas trop le dire, mais bon, malheureusement, 30 ans. Et on est le premier cabinet d'avocats cité dans la base de jurisprudence qui est gratuite et accessible, qui est legalis.net. Il y a près de 3000 décisions rendues. On apparaît dans 130 à peu près. Et puis, voilà, on a une activité RGPD. On est 15 professionnels sur 4 secteurs qui sont, 4 domaines qui sont la propriété intellectuelle et le numérique, logiciel, base de données. Ça, c'est le canal historique. Les données, évidemment. Ça, c'est le canal qui monte. La cybersécurité, on va voir que tout ça est lié. Et enfin, le e-commerce. Parfait. Eh bien, je te laisse la main. Donc, l'ordre du jour, c'est les enjeux réglementaires et cybermenaces dans le cloud. Les solutions, des cas clients et échanges, sachant que c'est la partie, comme l'a dit Olivier, qui est la plus importante entre nous. Je te laisse aider. Oui, alors je crois que c'est à toi cette… Donc aujourd'hui, pourquoi en fait, finalement ce webinaire, parce que à la rigueur, pourquoi vous assisteriez à un webinaire, quel est son intérêt? Aujourd'hui, 80% des applications déploient dans le cloud. Alors, tout le monde n'est pas full cloud, loin de là, hein, mais ça veut dire qu'au moins 8 parmi vous sur 10, en théorie tous ceux qui assistent, vont déployer des applications dans le cloud. Et à partir de là, pourquoi vous le faites? Parce que c'est rapide à faire, que vous avez un modèle pay as you go, ce qui vous permet de contrôler vos coûts, même si dans certains cas de figure, ça peut revenir plus cher qu'un modèle, on va dire, de licence, notamment si votre application devient très très grosse. Et puis, il y a la capacité à faire de l'automatisation pour réduire les erreurs humaines à travers notamment tout ce qui est la démarche DevOps, DevSecOps, qui permet de finalement lancer des applications sur le marché beaucoup plus rapidement que si vous le faisiez en interne. C'est ce qui explique pour que vous assistez à ce webinaire en une heure. Voilà, donc merci Gilles pour ces petits mots d'introduction. Effectivement, le cloud, c'est vraiment la révolution. Avec mon prisme particulier, je dirais que c'est vraiment la révolution informatique qui fait passer l'informatique au numérique, d'une certaine manière. Et donc, ce qui a été choisi, c'est de démarrer sur cette notion de Patriot Act et de Cloud Act, qui est le dernier avatar, on va dire, de la famille Patriot Act. Alors, c'est une loi américaine qui a été votée le 23 mars 2018. Alors, c'était sous l'administration Trump, mais c'est une loi dite bipartisane. Il ne faut pas se tromper, elle a été votée par les républicains, qui étaient majoritaires à l'époque au Congrès, et les démocrates, ensemble.
Elle avait été présentée par un lieutenant-colonel de l'US Air Force, qui s'appelait Doug Collins. Et en fait, c'est un jeu de mots qui n'a pas plu du tout aux très grandes entreprises américaines, parce que cloud, c'est un acronyme qui veut dire Clarifying Lawful Use of Data. Je crois que c'est ça. Clarifying, oui, c'est ça. Clarifying, c'est pas ça. Use of data, mais en fait, l'idée, c'est effectivement de voter une loi qui est donc entrée en application en mars 2018, soit quelques semaines avant l'entrée en application du RGPD, tiens, et qui donne la possibilité aux autorités d'enquête et de police américaines, on ne parle pas de la NSA, on parle des autorités de police et d'enquête, c'est-à-dire le shérif du Nevada, de demander à n'importe quel prestataire américain toute donnée sur toute personne qu'il détient dans le cadre des activités cloud. Voilà. Donc, c'est un outil au bénéfice des autorités américaines pour combattre ce qu'ils appellent le serious crime. Et donc, c'est destiné à qui? Donc, on l'a dit, aux autorités de police et d'enquête américaines pour lutter contre le serious crime. Il y a le terrorisme dedans, mais il y a aussi la lutte contre le spam, par exemple. Et puis, ce n'est pas que du judiciaire, il y a aussi des demandes qui peuvent passer sans aucune intervention d'un juge. C'est prévu par le Cloud Act. Dans des cas très particuliers, c'est vrai. Et ça concerne toute information. Any record or any information. Donc, vraiment, toute information. Alors, évidemment, la vraie question qui fâche, c'est de savoir est-ce que ça concerne les filiales européennes des prestataires américains. Et est-ce que ça concerne aussi aux questions les filiales américaines des prestataires européens? Ah oui, donc ça concerne effectivement les filiales américaines des prestataires européens, qui donc, s'ils veulent être complètement en dehors du Cloud Act, devront compartimenter, cloisonner les activités de leur filiale américaine avec la maison mère européenne. Et à l'inverse, est-ce que ça concerne les filiales européennes des prestataires américains? La réponse est oui, car ils sont sous juridiction américaine. C'est un principe plus général que le Cloud Act, mais les sociétés que contrôlent les groupes américains sont sous juridiction américaine. Donc, l'acronyme est marqué là, Clarifying Lawful Overseas Use of Data. Le mot important, c'est overseas, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors des États-Unis. Voilà, donc il faut le savoir. Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de cette slide? L'idée que je vous propose de retenir, qui me paraît la plus importante, c'est de bien choisir son prestataire. Voilà, ce n'est pas vraiment du droit, ce que je dis, mais c'est de bien choisir son prestataire. Ça veut dire que lorsque l'on est une entreprise qui est sur le marché mondial et que son principal concurrent est américain, je pense qu'elle doit effectivement faire attention, car il y a des risques d'espionnage industriel via cette loi qui peuvent effectivement l'atteindre. Et il y a ce problème-là. Et puis, il y a ce que le Sénat américain appelle le Love-Int, à savoir Love and Interest, c'est à savoir que ceux qui ont le droit d'accéder aux bases de données qui seront établies à partir du Cloud Act peuvent parfois l'utiliser à autre chose. Voilà, donc il faut penser à ça. Voilà. Alors, ensuite, effectivement, le deuxième événement de ces derniers mois, c'est l'invalidation du Privacy Shield par la Cour de justice de l'Union européenne, toujours à la requête de la même personne qui est Maximilien Schrems. Alors, d'où l'arrêt Schrems. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il est interdit dans l'Union européenne d'exporter des données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne, sauf exception, et elles sont nombreuses. Il y a des pays qui ont été qualifiés d'adéquats parce qu'ils ont une loi informatique et liberté, ils ont une CNIL, la Suisse, le Canada, Israël, la Nouvelle-Zélande, le Japon, une petite quinzaine de pays qui sont dits adéquats. On peut exporter des données dans les infrastructures situées dans ces pays, comme on le fait en Ardèche. Voilà. Et ensuite, il y a une exception
qui est dédié aux Américains. Les Américains n'ont ni loi fédérale de protection des données à caractère personnel, ni CNIL. Donc, ils ne peuvent pas être pays adéquats. Donc, on a créé une exception qui s'est appelée pendant le temps le Safe Harbor et qui s'appelle maintenant le Privacy Shield. Et donc, il suffisait aux prestataires américains, dans le cadre du Safe Harbor comme du Privacy Shield, de s'inscrire auprès du département du commerce qui tenait une liste du Privacy Shield, où il y avait donc un certain nombre de déclarations qui étaient faites et on jurait sur la tête de sa mère qu'on allait se conformer à ces déclarations, qui étaient à peu près en gros le RGPD. Donc c'est une autorégulation. Et donc à partir du moment où on était inscrit, tout allait bien, on payait quelques dizaines de dollars, peut-être quelques centaines de dollars, parce que les Américains n'oublient jamais de faire payer, le public n'oublie jamais de faire payer le privé, et ils n'ont peut-être pas tort d'ailleurs, et on était inscrit sur la liste, et donc on pouvait recevoir toutes les données à caractère personnel, notamment des résidents européens. Et donc, cette belle exception est tombée en brèche avec cet arrêt Schrems, donc du 16 juillet 2020. Pourquoi? Parce que le RGPD, il est fait pour un type de personnes dont on parle assez peu. Vous avez les responsables de traitement, les prestataires, les sous-traitants, et puis vous avez les personnes concernées, les citoyens, les consommateurs, les salariés, les parents, c'est-à-dire vous, moi. Et donc, tout est fait pour nous donner des garanties, nous donner des recours, des droits. Comment je vais faire aux États-Unis pour m'assurer que mes droits et les garanties que me donne la loi eh bien, sont respectés par ceux qui sont inscrits sur cette liste Privacy Shield? La Cour de justice de l'Union européenne a dit c'est insuffisant, j'invalide. Voilà. Alors, il y a des solutions qui se mettent en place juridiques. À mon avis, elles sont bancales, comme les causes contractuelles, mais on en parlera peut-être à une autre occasion. Slide suivante. Gilles. Alors, effectivement, il y a une double réglementation qui est entrée on est très riche de réglementations dans l'Union européenne qui sont entrées en vigueur en 2016. C'est le RGPD et c'est la directive Nice qui a été transposée en droit français. Alors, le RGPD, comme vous le savez, il est entré en vigueur en avril 2016 et il est entré en application le 25 mai 2018. C'est-à-dire qu'on a donné 2 ans à toutes les personnes, toutes les sociétés, pour se mettre en conformité avec le RGPD. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sanctions très importantes dans le RGPD par rapport au texte antérieur. Et ce qui est intéressant, ce qu'on va voir, c'est que le RGPD qui effectivement est dédié, donné à caractère personnel, j'ai envie de dire qu'il va profiter à la totalité de la protection des systèmes d'information. Je vais y revenir tout à l'heure. Quant à la directive Nice, peut-être que je laisserai Gilles, qui a participé avec Rodan Schwartz à un très bon livre blanc sur la directive Nice, je crois que vous avez écrit. C'est une directive importante, effectivement, du 6 juillet 2016, concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union européenne. Alors, c'est une directive qui concerne ce qu'on appelait les opérateurs de services dits essentiels. Donc, c'est une catégorie spéciale. Les fournisseurs de services numériques, c'est une autre catégorie spéciale. Peut-être que Rodan Schwartz a plus d'informations que moi là-dessus. Je pense que ça doit représenter, à la date d'aujourd'hui, ça devrait représenter quelques centaines d'entreprises. On avait dit à une époque de l'ordre de 2000, 2500. Maintenant, l'ANSSI est chargé de l'application de la directive Nice, mais il faut savoir que ce texte, effectivement, existe. Alors, effectivement, le RGPD, on va faire un focus plutôt sur le RGPD, car ça va être suivant. Auditer et documenter sa conformité RGPD. Effectivement, chacun devrait normalement mettre en place une feuille de route avec ce qui est écrit ici dans cette slide, définir sa politique de données, cartographier. Moi, je dirais 2 choses par rapport à ça, 2 idées avec lesquelles je vous propose de repartir de ce webinaire. La première, c'est que il y a une chose importante à comprendre, c'est qu'on ne peut pas dire je suis une petite entreprise et
je ne suis pas en capacité à répondre à toutes ces demandes. Réaliser un audit des contrats. Pensez par exemple à tout le droit comptable et financier. Même le coiffeur en bas de chez moi, si je le rencontre demain, et s'il me dit ah ben moi, le droit comptable, moi je fais aucun bilan tous les ans, aucun compte de résultat, je fais appel à aucun expert comptable, et puis si j'atteins un certain chiffre d'affaires, j'aurais peut-être besoin d'un commissaire aux comptes, mais je ne le prendrai pas parce que c'est compliqué, ça coûte cher. Et puis les règles de prudence comptable, les règles de droit comptable, tout ça c'est compliqué pour moi, je ne veux pas le faire. Non. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est une culture de la comptabilité de la donnée personnelle. Hein. Donc, il faut bien comprendre qu'on est un peu des mutants, même 3 ans après, même peut-être même 5 ans après, puisque, comme je vous l'ai dit, il est entré en vigueur en 2016 le RGPD et en application en 2018. On est encore des mutants sur ces questions et tout ce qui est écrit ici, qui peut paraître complexe, qui peut paraître ardu, va rentrer petit à petit dans les mentalités. Et je dirais que le premier effet du RGPD déjà, c'est ça, c'est que l'appétence, la compréhension aux questions de données à caractère personnel est en augmentation très fortement auprès des populations. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Donc, il ne faut pas dire j'y arriverai pas, il faut se dire il faut que je m'y mette. Et effectivement, j'ai des choses à faire parce que c'est quelque chose qui va rentrer dans les mentalités et demain, je ne serai pas en capacité de dire que je m'y intéresse pas. La deuxième chose, c'est que le vrai moteur de la mise en conformité au RGPD, pour les entreprises en tout cas, même pour les petites entreprises, c'est effectivement le moteur des très grandes entreprises, des grandes organisations qui imposent à leurs sous-traitants de se mettre en conformité. Parce que le RGPD, ce n'est pas simplement une réglementation basique avec des obligations à faire, c'est aussi un régime de responsabilité particulière qui fait qu'on peut être responsable si on s'appelle une très grande entreprise, par exemple dans la vente au détail, un très grand groupe à Paris, s'il y a eu une fuite de données et que cette fuite de données est aussi le fait en partie de mon sous-traitant, de mon hébergeur, de mon éditeur de logiciel, mais que je suis aussi peut-être responsable parce que je ne me suis pas conformé à toutes les obligations aussi. Dans ce cas-là, le RGPD dit responsabilité solidaire entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Et de ce fait, du fait de ce régime de responsabilité particulier, les grandes entreprises imposent à leurs sous-traitants de se mettre en conformité et de faire ces choses-là. Et ça, c'est le vrai moteur de la mise en conformité. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir avec les questions. Alors, il y a 2 grands principes dans la slide suivante sur le RGPD qui sont intéressants. Je parlais tout à l'heure des principes comptables. C'est la privacy by design et la privacy by default. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote de 30 secondes. Quand j'ai commencé à être avocat, il y a donc, effectivement un certain nombre d'années, à l'époque, on était jeunes avocats, on était beaucoup moins nombreux que maintenant, peut-être 3 fois moins. On recevait des aides judiciaires de personnes qui ne pouvaient pas se payer un avocat, que l'État nous imposait de suivre. Bon, on avait plusieurs les 2 ou 3 premières années. Un jour, j'ai reçu un individu, ou plutôt on m'a adressé un individu. Cet individu allait dans un grand bâtiment du quartier latin qui s'appelait Giberjeune, ou Joseph Gibert. Alors, les plus anciens l'ont connu. Un grand bâtiment où, sur plusieurs étages, il y avait 4 ou 5 étages, eh bien, le magasin vendait des livres scolaires ou universitaires pour les étudiants ou les lycéens, neufs ou d'occasion. Et on pouvait aussi revendre, en tant qu'étudiant ou lycéen, on pouvait revendre ces livres et avec ce pécule, en racheter d'autres pour l'année suivante. Et donc, c'est une énorme activité dans ce bâtiment. 2 bâtiments, Gibert. Et donc, l'individu en question se rendait dans le bâtiment, il passait devant les portiques électroniques, il passait devant les vigiles, il passait devant les caméras, et puis il commençait il prenait son petit panier, il commençait ses achats. Il prenait un livre, que des livres d'occasion, 2 livres, et puis il passait au premier étage, dans le rayon droit, il prenait d'autres livres, et au deuxième étage, dans le rayon mathématiques, il prenait encore 2 ou 3 livres, au 3e, au 4e, et puis au 5e, tout doucement, il se dirigeait vers le service achat de livres d'occasion,
et il revendait au magasin les livres qu'il avait collectés dans les étages précédents. Et ça, il l'a fait plusieurs mois. Et c'est un caissier un peu plus physionomiste que les autres qui s'est rendu compte que le bonhomme était sans doute soit un très gros lecteur, soit il y avait anguille sous roche. Et c'est comme ça qu'il a été identifié et arrêté. La privacy by design, ou la security by default, ou la privacy by default, c'est anticiper ces problématiques de façon à créer les conditions par avance de la protection et de la sécurité des données à caractère personnel. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir par avance à la sécurité des traitements de données à caractère personnel qui vont être soit processés en tant que sous-traitants, soit qui vont être sous notre responsabilité en tant que contrôleur ou que responsable de traitement. Et ça, c'est un point important parce que quand on prend le rapport annuel de la CNIL, le premier rapport post-entrée en application du RGPD qui soit un rapport complet, c'est-à-dire un rapport qui a été publié en juin 2020 au titre de l'année 2019 qui a été une année complète RGPD, la CNIL nous dit que 2/3 des sanctions concernent des questions de cybersécurité. 2/3 des sanctions. Et que ces sanctions, ces problèmes de sécurité, c'est quoi? C'est des données qui sont accessibles par modification d'URL. Vous ajoutez un numéro et vous passez à la fiche suivante du voisin, etc. etc. C'est un problème, une politique de mot de passe non conforme. La CNIL exige un nombre de caractères minimum, alphanumérique, etc. C'est la transmission du mot de passe en clair, et donc avec des risques d'interception. C'est la transmission de données non chiffrées en HTTP au lieu d'être en HTTPS. C'est un défaut de protocole de test, par exemple. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en matière de données personnelles qui, a priori, est un tout petit niveau ou une petite partie du système d'information, mais que les problématiques qui sont soulevées par le RGPD concernent en réalité tout le système. Parce que si on impose un chiffrement, c'est tout le système qui va en bénéficier. Si on impose une politique de mot de passe particulière, c'est tout le système qui va en profiter. Autrement dit, là, on voit bien que le RGPD va au-delà de la pure question des données à caractère personnel. Et donc, retenez ces deux concepts, on pourrait faire une journée dessus. Les privacy by design, privacy by default, ça veut dire véritablement réfléchir à son système, d'ailleurs c'est écrit ici, à son système d'information au-delà de la seule question des données à caractère personnel. Alors, l'impact organisationnel du RGPD sur le système d'information, qui est la slide suivante, on l'a déjà évoqué. Effectivement, c'est beaucoup de mesures organisationnelles. C'est la nomination d'un Data Privacy Officer, un DPO, un délégué à la protection des données. C'est effectivement un certain nombre de gestion de documents, on va dire, d'ordre juridique. Et donc, on a déjà abordé cette question. Peut-être qu'on reviendra dans le cadre de questions que vous nous poserez via le chat. Et encore une fois, n'hésitez pas. Donc, il y a effectivement un impact organisationnel du RGPD sur le système d'information. Et ensuite, il y a un impact effectivement technique. Et comme le dit très bien ce slide, tester et évaluer la sécurité du système d'information régulièrement, ça c'est véritablement une exigence de la CNIL aujourd'hui. C'est une interprétation du privacy by design ou de la security by default. Bon, alors évidemment, on prend des termes anglais. Privacy, en réalité, c'est pas de données personnelles, hein, c'est la vie privée chez les Américains. C'est pas du tout la même chose. Mais enfin bon, tout le monde a compris. On parle là de données à caractère personnel parce que la violation de données à caractère personnel n'est pas toujours une violation de vie privée. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, comme c'est dit là, 2/3 des sanctions portent sur des défauts de sécurité des systèmes d'information. Et donc, effectivement, il faut être très attentif sur ces questions. On va terminer ensuite avec les sanctions. Alors, la réalité, c'est que le nombre de contrôles, le nombre de mises en demeure a probablement évolué à la hausse, c'est sûr. Les mises en demeure, c'est plusieurs centaines, entre 500 et 700 en gros tous les ans. Les sanctions, c'est de l'ordre entre 10 et 20 par an. C'est pas énorme parce que le véritable travail de la CNIL, il se fait
lors des contrôles et des suites des contrôles. Là, véritablement, il y a un travail qui est fait avec les personnes contrôlées. Également des suites de mise en demeure, parce que la CNIL, effectivement, clôture beaucoup de dossiers parce que les personnes se sont mises en conformité. Donc ça, c'est un vrai travail. La CNIL, ce n'est pas que les sanctions. Mais, effectivement, on a quand même des sanctions aujourd'hui importantes avec le RGPD, qui sont des sanctions importantes. Et il ne faut pas oublier, sanctions administratives, qu'il y a un volet pénal, qui effectivement jusqu'à présent n'a pas toujours été mis en œuvre. Pourquoi? Parce que les parquets dans les tribunaux et les cours d'appel mettent en œuvre l'action pénale à partir du moment où il y a un trouble à l'ordre public. C'est quand même ça l'esprit du droit pénal, dans ces matières-là en tout cas. Et que c'est vrai que jusqu'à présent, les choses n'étaient pas toujours comprises par les parquets comme étant des choses importantes pour l'ordre public. Mais au fur et à mesure que, et la Covid va nous y aider d'une certaine manière, j'ai envie de dire à son corps défendant, à partir du moment où toute la société, toute la population va se retrouver sur ou autour des réseaux numériques, les questions de données personnelles, de conformité au RGPD vont devenir des questions quand même essentielles pour la quiétude et pour l'ordre public. Donc, on peut penser qu'il y aura dans les mois et les années qui viennent des sanctions pénales. Et enfin, il y aura aussi, ce qui n'est pas écrit ça ici, des actions individuelles de personnes qui considèrent que leur droit n'a pas été respecté par telle société dont ils sont clients ou telle société dont ils sont salariés, etc. Et il y aura des actions collectives puisque le RGPD le prévoit. Donc, autant éviter quand même d'être dans cette question, dans ces troubles, dans ces eaux troubles, car il faut quand même savoir que souvent, il y a eu une affaire il y a quelques années qui concernait une société qui faisait du B2C et qui avait été sanctionnée d'un simple avertissement à la CNIL. Or, dans les semaines qui ont suivi cet avertissement à la CNIL, qui a été largement relayé par les médias, parce qu'il était un peu croustillant, cette société avait perdu ses 40% de chiffre d'affaires. Donc, il faut aussi penser qu'au-delà même de la pure sanction administrative ou pénale, il y a une perte d'image, un préjudice d'image consécutif au non-respect qui a été sanctionné d'une disposition du RGPD. Je vais passer rapidement sur la slide suivante, sur les opérateurs de services essentiels, on en parlait tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a des mécanismes qui sont quand même identiques, qu'on retrouve de plus en plus, qui sont consécutifs à la digitalisation de plus en plus importante de la société française et européenne. Je pense par exemple au point 4, sur la déclaration des incidents. Alors, on connaît l'obligation de notification des violations de données à caractère personnel lorsqu'une violation est constatée, et ça peut être une simple consultation. Eh bien, le responsable de traitement doit notifier la violation dans un délai de 72 heures à partir de sa connaissance, si possible. Bon, il peut y avoir des dérogations, mais c'est quand même le délai qui est affiché à la CNIL. Et s'il ne le fait pas, bien qu'il peut être aussi victime de cette violation de données, il va être sanctionné. Il peut être sanctionné. Donc, on peut être victime et responsable. Alors, le mécanisme est à peu près le même dans la directive. Les opérateurs de services essentiels doivent notifier des incidents. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, à partir du moment où ils sont opérateurs de services essentiels, s'il y a un incident, c'est qu'il y a un risque de perturber la nation dans son fonctionnement. Je lis qu'il y a un incident dans la directive Nice, tout événement ayant un impact négatif réel sur la sécurité des réseaux et systèmes d'information. Donc, effectivement, dans ce petit 4-là, on retrouve le mécanisme identique qui existe en matière de violation de données à caractère personnel sur l'obligation de notification, là ici d'un incident et pas d'une violation de données personnelles, non pas à la CNIL mais à l'ANSSI, mais c'est une structure, c'est un schéma de législation qui s'explique par l'évolution de nos sociétés et leur utilisation de plus en plus massive des systèmes d'information. Je pense que c'est un scoop pour personne. Voilà ce que je voulais dire en introduction. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir vous parler par rapport aux questions. N'hésitez pas sur le chat et je passe la parole évidemment à Gilles sur sa partie. Merci. Merci Olivier. Alors,
Alors aujourd'hui, on va passer assez rapidement, mais juste pour donner quelques idées sur les risques que vous encourez quand même. Donc 68% des chefs d'entreprise estiment que les risques pour la sécurité augmentent, donc ça c'est Accenture. Là c'est 22 millions de... Oups. C'est ce que ça a coûté à British Airways l'attaque de son site web. 1,5 million, c'est le besoin, c'est le coût d'une équipe en RSSI. Donc aujourd'hui, c'est les préoccupations principales des RSSI. Ensuite, tu regardes la partie attaque applicative. C'est original ce slide. Excusez-moi. Donc, les principales attaques qu'on voit aujourd'hui, ce sont des attaques via le web, des attaques très classiques aussi via tout simplement je rends votre système indisponible par de l'anti-DDoS. Il y a beaucoup d'attaques aussi par injection SQL, l'objectif étant d'aller récupérer de la donnée chez vous. Et aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les vecteurs aujourd'hui pour les attaques, donc vous avez l'attaque sur la sécurité applicative, mais vous avez aussi l'attaque par engineering social, c'est-à-dire je vous envoie un faux mail qui vous invite à vous connecter je sais pas, un site qui est votre banque ou autre chose, et qui a toutes les apparences de celui de votre banque. Et donc, la manœuvre la plus simple, c'est quand vous recevez ce genre de mail, au lieu de vous connecter via le mail, vous allez sur le site web de la société par Google et vous vous y connectez. Donc, les gros risques aujourd'hui qu'on voit, c'est soit j'attaque directement de l'extérieur et souvent on passe par les sites internet, en tout cas les sites applicatifs qui donnent accès aux systèmes d'information, soit on le fait par l'engineering social, soit on le fait tout simplement comment dirais-je, en passant par des clés, par du matériel externe à la société qui va se connecter au système d'information et qui à partir de là va le pénétrer. Donc faut vraiment être très prudent sur ces deux derniers aspects. L'autre aspect, celui sur la partie sécurité applicative, c'est plutôt votre système d'information, l'équipe informatique qui s'en occupe. Alors, les conséquences d'une cyberattaque, Olivier l'a très bien dit, hein, c'est soit les pertes d'exploitation, soit l'arrêt de la production, soit la divulgation de vos données personnelles, avec les atteintes que cela peut créer. Donc, je vais pas revenir sur le sujet. Et c'est assez classique. Donc maintenant, si on rentre dans le vif du sujet. D'abord, pour comprendre le risque, il faut comprendre les données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez finalement, quand vous regardez les données publiques, on va dire celles qui, si elles sont découvertes, ça n'a pas grande importance. Vous avez les données sensibles. Là, les données sensibles, c'est souvent deux types de données. D'un côté, des données qui sont simplement sensibles parce que c'est une donnée d'affaires, c'est-à-dire imaginons un secret d'affaires, un procédé, une information stratégique que vous ne voulez pas qu'il soit divulgué. Et disons que celle-ci n'intéresse généralement que vos concurrents. Et puis après, de l'autre côté, vous avez les données régulées. Et là, par contre, elles sont protégées par des lois. Donc, comme l'a très bien expliqué Olivier, les données personnelles, après on peut citer les données de santé, ou si on est dans un domaine très régulé, on peut aller jusqu'aux diffusions restreintes de niveau 1, qui peut être lui sur Internet, ou du confidentiel défense, qui de toute façon ne peut pas être sur Internet. Donc, deuxième type de données. Après, la donnée, elle doit être, selon GDPR, comme l'a dit Olivier, soit pseudonymisée, soit anonymisée. Et là, c'est dans le processus de développement que vous allez mettre en œuvre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que d'un côté, vous avez de la donnée publique, vous avez ensuite de la donnée sensible, donnée d'affaires, ou de la donnée régulée. Et alors, la donnée personnelle, quand même, il faut bien comprendre que, par exemple, une adresse IP ou une géolocalisation d'un de vos clients, ce qui est fait pratiquement tout le temps, c'est considéré comme une donnée personnelle par RGPD. Ensuite, vous avez le cycle de développement. Alors, c'est juste un rappel, hein. C'est-à-dire qu'ici, vous avez l'analyse des besoins, le design, le code, le test, le déploiement et la production. Donc tout ça aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le cycle de développement lifecycle, enfin le cycle de développement de vie, le cycle de vie pardon des développements. Et aujourd'hui, c'était fait en mode séquentiel avec des équipes séparées. Et aujourd'hui, la mise en place se passe plutôt dans un mode dit DevOps, c'est-à-dire que vous avez des équipes qui en permanence vont travailler sur les requêtes, enfin sur les besoins, pardon, dans un backlog, qui vont ensuite coder, tester en même temps et déployer de manière automatisée. D'accord. Et ça, aujourd'hui, il faut intégrer la sécurité
au niveau de ce nouveau mode de développement. C'est-à-dire que souvent, la sécurité avant était considérée, je le fais au moment de la mise en production, et là maintenant, il faut l'intégrer au moment du développement, et ce, d'abord du fait de GDPR, mais aussi parce que ça permet d'aller déployer vos applications beaucoup plus vite. Et donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par la mise en place de nouveaux outils applicatifs pour la sécurité, cette fois-ci au niveau des développements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes de développement ont en tête de se dire « Ah non, moi, je ne dois pas mettre la sécurité en place à mon niveau, c'est la production ». En réalité, c'est de moins en moins le cas. Pourquoi? Parce que notamment la régulation, donc GDPR, impose de le faire. Alors pourquoi on parle de ça ici? C'est parce qu'aujourd'hui, quand on parle de déploiement d'applications dans le cloud, on parle de déploiements qui sont faits par des digital factories ou on parle de déploiements qui sont faits souvent par des équipes d'e-DevOps. Et ces équipes sont poussées par la réglementation à intégrer les outils de sécurité. Alors les outils de sécurité classiques qu'elles intègrent souvent, c'est des analyseurs de code, des analyseurs de librairies. Donc SCA, Software Compliance Analysis, c'est l'analyse des librairies de code que vous intégrez dans votre propre code et qui sont souvent des librairies open source, mais sauf que vous ne savez pas quels sont les risques qu'elles ont. Et de l'autre côté, vous avez certaines sociétés qui mettent en place des analyseurs de runtime et de l'autre côté des comment dirais-je des scanners de vulnérabilité, et ce au niveau du développement et pas simplement au niveau de la mise en production. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire tout l'ensemble de la mise en place de ces outils sont assez complexes, voire même très complexes et souvent très très coûteuses. Et donc nous, le message qu'on passe, c'est de dire mettez en place des web application firewall. À la rigueur, si le code en tant que tel, vous n'avez pas eu le temps de le sécuriser, ce qui est très souvent le cas, hein, parce que ça remonte des centaines, voire des milliers de failles. Alors certaines critiques, d'autres pas vraiment critiques, mais qu'à partir du moment où vous mettez en place un combo qui est un WAF avec derrière un scanner de vulnérabilité, ben, vous pouvez assurer que quand vous allez passer en production vers des outils automatisés, par exemple de Continuous Integration, Continuous Deployment, vous pouvez assurer que finalement votre application sera protégée, même si votre code il est pas clean. Alors les puristes du développement vont vous dire « Ah non, mais moi je développe un code clean », ce qui en pratique est quasiment impossible, sauf à avoir des équipes très nombreuses pour faire ça. Il vaut mieux se dire « Je protège ce que je peux protéger ici ». Et l'idée, c'est d'être le plus proche possible, quand vous mettez des WAF qui sont ici, plus proche possible de la partie du développement, bah, vous êtes à peu près sûr que vous allez intégrer les spécificités liées à votre application et donc réduire les faux positifs, qui est toujours le problème des WAF, et améliorer le niveau de sécurité. Voilà. Alors, si on descend ensuite au niveau des mesures qu'on doit mettre en place quand on déploie au run, très classiquement, hein, et sans rentrer dans des complexités élevées, évidemment, authentification, gestion des privilèges, c'est classique. Il faut que l'information soit transportée chiffrée, ultra classique, VPN. Vos infrastructures doivent être protégées, donc firewall, web applicatif et tout ce qui s'ensuit derrière. Et l'information qui est importante et qui est beaucoup moins connue, parce que ces trois parties-là, je pense que toutes les personnes connectées ici qui font du SI les connaissent, c'est comment doit être chiffrée l'information. Elle doit être chiffrée non seulement au repos, ça c'est très classique aussi, mais elle doit être surtout chiffrée contre le service. Et c'est là que les notions de GDPR entrent en jeu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être protégé contre le service? Quand j'ai une donnée qui est exploitée par un clouder, un service cloud, eh bien, la donnée, elle monte en mémoire. À partir du moment où elle monte en mémoire, eh bien, elle n'est pas protégée contre le service. C'est pas compliqué, puisque à partir du moment où j'ai rentré une donnée personnelle, sensible, peu importe ce qu'elle est, et qu'elle est en mémoire, eh bien, le service peut la lire, la copier. Alors évidemment, il peut aussi le faire de manière très automatisée, c'est-à-dire que il appelle en mémoire des milliards de données, et puis il les copie et il prend l'information. Donc, quand on parle d'informations protégées, on doit penser au repos et contre le service. Toujours. Et en général, on pense au repos et on se dit « Ah, je suis protégé au repos, donc je suis conforme GDPR ». Ben non, pas du tout. Vous êtes protégé au repos, vous êtes protégé au repos, c'est bien, mais vous n'êtes pas forcément conforme. Alors, si on va ensuite un peu plus dans le détail, ici, on a fait une espèce de matrice en se disant comment… alors, on a pris l'exemple des Web Application Firewall, parce que c'est ce qu'on fait nous, mais vous allez voir qu'on va faire pour plusieurs choses. Vous voyez ici le premier cas de figure, je suis sur site. Bah, là, vous êtes conforme, pas spécialement d'impact. L'architecture assure la conformité via la PSSI. Vous mettez en place tous vos mécanismes classiques, rien à dire. Deuxième cas de figure, je suis dans le WAF, je suis dans le cloud avec une base de données.
Et là, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que mon hébergeur vient de l'Union européenne ou est-ce que mon hébergeur est non européen? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, protéger une base de données au repos, c'est tout à fait possible. Il existe plein de solutions sur le marché. Par contre, protéger une base de données contre le service, c'est-à-dire quand l'information est montée en mémoire, eh bien, à ce jour, il n'y a pas de solution. Il y a actuellement des pistes de R&D, notamment pour le chiffrement homomorphe et notamment pour la création en fait de CPU qui soient isolés du reste de l'OS et qui permettraient de calculer de manière à faire en sorte que même quand ça monte en mémoire, je ne peux pas déchiffrer, mais aujourd'hui, c'est pas opérationnel. C'est-à-dire c'est au stade R&D. Certainement que dans 10 ans, ça sera opérationnel, peut-être plus, peut-être moins. Ça, c'est comme d'habitude, personne ne peut le dire. Mais à l'instant T, c'est pas le cas. Donc à l'instant T, si vous avez un serveur web qui a de la donnée sensible, on va appeler ça comme ça, soit parce que vous voulez protéger un secret d'affaires contre des concurrents qui pourraient faire d'espionnage, ou parce que vous voulez, vous avez de la donnée cette fois-ci régulée, comme l'a expliqué Olivier, eh bien vous êtes obligé d'avoir un hébergeur qui soit de l'UE si vous voulez être conforme. Et après, quand on prend le cas des Web Application Firewall, imaginons que vous les mettez en mode SaaS, si votre WAF est non-UE, c'est-à-dire que finalement un WAF, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'information, il va la décrypter, il va la déchiffrer, quoi, et puis il va analyser s'il y a des risques, et puis il va le passer au serveur pour passer l'ordre, comment dirais-je, la requête. Si cette donnée, si ce hébergeur cloud n'est pas européen, je ne parle pas qu'il soit placé en Europe, qu'il n'est pas européen, eh bien il est soumis à ce qu'a expliqué Olivier, c'est-à-dire le Cloud Act et tout ce qui s'ensuit. À partir de là, vous serez non conforme, même si vous avez hébergé votre base de données sur l'UE. Ça, c'est la situation pour les bases de données. Pour les documents, c'est un peu plus simple. Alors, il me semble qu'on a perdu Gilles, qui va pas tarder à se reconnecter. Si vous pouviez patienter un petit peu le temps qu'il revienne. Gilles, on t'a Voilà. perdu. Voilà. Voilà. Tu es revenu. Je te laisse reprendre là où tu en étais il y a environ 30 secondes. Allô? Alors, les sécurités des données dans le cloud. Donc aujourd'hui, si on parle de ces aspects-là, vous avez donc ce que j'ai expliqué juste avant, et vous avez actuellement deux initiatives importantes. Une initiative qui s'appelle Gaia-X, et cette initiative a pour objectif de rendre les clouds européens interopérables. Comment dirais-je, les leaders d'opinion sur le sujet en France, donc c'est une initiative qui est franco-allemande, hein, en Allemagne c'est Deutsche Telekom qui est ET System, hein, sa filiale, qui sont les leaders, et en France c'est OVH, Outscale, qui sont les leaders de cette initiative. L'objectif, c'est d'avoir une offre de cloud européenne qui soit conforme GDPR et interopérable. Et aujourd'hui, par exemple, Microsoft se lance une nouvelle offre qui s'appelle PureView, et elle n'est pas conforme, parce qu'en réalité, vous n'êtes pas protégé contre le service, comme je l'ai expliqué. Donc ça, c'est la répétition de ce que j'ai dit juste avant. Alors maintenant, si on fait un exemple et qu'on descend un peu plus dans le détail, cette fois-ci sur Microsoft 365. Vous avez un document de base, Microsoft, chiffre au repos les données. C'est pas compliqué. Donc ça veut dire que quand votre donnée est stockée, elle est chiffrée. Et donc, est-ce que ça, c'est conforme GDPR? Ben non, puisque vous n'êtes pas protégé contre le service. Par contre, ça a l'avantage de vous protéger contre un méchant hacker qui voudrait simplement aller piquer la donnée chez Microsoft. Deuxième cas de figure, vous mettez en place votre propre clé de chiffrement et vous chiffrez avec AIP. Donc ça, c'est j'amène ma clé de chiffrement pour authentifier et vous chiffrez avec AIP. Dans ces conditions-là, vous avez un meilleur niveau de sécurité que ce qui est au-dessus, c'est évident. Mais par contre, vous n'êtes pas protégé aussi contre le service. Pourquoi? Parce que Microsoft a les clés dans Azure Vault. Azure Vault, c'est leur outil de stockage des clés. Et donc, à partir de là, à partir du moment où j'ai les clés, par définition, je peux ouvrir le coffre-fort. Donc, vous n'êtes pas protégé contre le service. Ensuite, vous avez deux solutions qui permettent d'être protégé, mais là, évidemment, c'est un coût de complexité plus important, qui est, je prends un HSM, donc un Hardware Security Module, que je duplique dans Microsoft 365, et j'y applique, par exemple, la solution de chiffrement de Microsoft qui est AIP. Et dans ce cas-là, vous serez conforme, puisque vous êtes protégé au repos et contre le service, mais par contre, vous perdez des fonctionnalités telles que la recherche de documents et les métadatas, qui permettent de faire fonctionner les workflows.
En termes de collaboration, vous pouvez collaborer, mais un par un. C'est-à-dire vous ne pouvez pas collaborer à 10 en même temps sur le même fichier. Enfin, fonctionnellement, c'est assez rare, il faut le savoir. Généralement, les gens utilisent le fichier et collaborent les uns après les autres. Et deuxième solution que vous avez, vous pouvez utiliser du HSM dupliqué, donc même histoire. HSM, c'est moi que je duplique chez Azure. Et vous prenez une solution comme la nôtre, telle que TrustedGate, qui elle, par contre, va vous garder la capacité à faire de la recherche de documents, c'est quand même pratique quand même dans un file system, et les métadatas. Ça permet de faire fonctionner les workflows que vous avez pu développer. Et toujours, la collaboration est possible, comme sur IP, en mode 1 à 1, mais pas en mode multi-personne. Pourquoi? Parce que la donnée ne monte pas en mémoire, comme ça a été expliqué précédemment. Ici, vous avez un slide qui a été créé par Atos, donc c'est pas la paternité, d'ailleurs vous voyez en bas petit logo Atos, qu'on a rajouté, qui dit en fait finalement quels sont vos niveaux de sécurité fonction des solutions techniques que vous mettez en place. Et donc vous voyez à chaque fois comment est fait la gestion des clés. Vous voyez, est-ce que j'ai un HSM dans le cloud ou un HSM dans le client? Est-ce que j'ai un Key Management System interne ou client? Et puis, est-ce que j'ai un moteur de chiffrement qui est celui du cloud? Est-ce que j'ai un moteur de chiffrement tiers? Et donc, évidemment, celui qui vous assure la protection au niveau RGPD, c'est clairement celui-là, ça n'y a pas de doute. Celui-là, c'est non, voilà, clairement, parce que vous n'êtes pas protégé contre le service. Et celui-là non plus, d'ailleurs, au passage. Et celui-là le permet, avec les limites de fonctionnalités que je vous ai expliquées. Voilà. Donc, on a essayé de synthétiser de manière assez simple, finalement, sans rentrer trop dans les technologies, comment dirais-je, les cas d'usage qui vous permettent d'être protégé ou non protégé. Voilà. Et ce qu'il faut retenir finalement, c'est si vous êtes sur une base de données, il faut absolument avoir un hébergeur européen, sinon c'est mort, c'est impossible de l'être. Et si vous avez des documents, vous pouvez être protégé si vous avez de la donnée personnelle ou de la donnée, on va dire, sensible que vous voulez protéger contre le espionnage, concrètement. Et dans ce cas-là, vous pouvez le faire pour les documents. Voilà, ceci clôt cette partie-là. Alors, les cas d'usage et références, alors ça, c'est notre portfolio, peu importe, on va sauter, parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, on a un outil, excusez-moi, c'est un peu bizarre, les slides ont quelques bizarretés. On a un outil qui permet d'aller protéger les données dans le cloud et notamment les documents. Par contre, on voulait vous présenter des cas d'usage. Donc ici, vous avez un cas d'usage qui est un service dématérialisé de l'État. Donc c'est un très très gros service de l'État qui propose des documents publics. Notamment, il publie tous les documents, toutes les décisions publiques en gros. Et donc ici, eux, ils ont choisi, donc c'est un très très gros serveur, ils ont choisi de prendre un WAF en mode SaaS, donc un Web Application Firewall en mode SaaS, et ils ont pris notre solution Cloud Protector. Pourquoi? Parce qu'elle était en Europe et qu'elle est conforme RGPD, parce qu'on est non seulement présent en Europe, mais on est une solution européenne. Et ça vous rend conforme RGPD. A priori, en plus, parce que ça lui rendait le service d'aller protéger ses applications. Dans son cas de figure à lui ici, ces applications sont pour le moment hébergées chez lui, parce qu'il y a des bases de données, vous doutez bien derrière, mais elles vont être dans le futur hébergées sur un hébergeur qui sera estampillé Secnum Cloud par l'ANSSI. Pour donner un exemple. Et puis ici, on a pris un deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est l'APHM, parce qu'on a le droit de le citer. Lui, par contre, il a décidé de mettre en place tout chez lui. Il met toutes les informations chez lui et il protège 4 hôpitaux, 3400 lits. Et lui, par contre, il a pris la volonté de se mettre en place directement chez lui. Et dernier cas de figure, on a pris le cas d'un client qui est dans le secteur de la technologie. Alors, les gens qui utilisent du TrustedGate, généralement, sont très secrets. Donc, on a pas mal de mal à avoir le droit de dire qui c'est. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme problématique? Donc, ils ont 11 500 employés, ils sont 2,5 milliards de chiffre d'affaires et ils sont présents dans beaucoup de pays, comme vous pouvez le voir. Et eux, leur but, c'était d'avoir un Microsoft SharePoint qui soit partagé, avoir une seule instance et qu'il y ait une seule grosse instance installée, une seule installation, mais par contre plusieurs instances et qui vont aller protéger des informations qui sont liées à des régulations nationales. Imaginons, je suis en Suisse, j'ai pas le droit de sortir un certain nombre d'informations. Et donc, l'information qui est stockée dedans est complètement chiffrée et n'est lisible que par les gens de la Suisse. Et donc, même si elle est à l'extérieur de la Suisse, ça rend les données conformes parce qu'elles ne peuvent pas être lues par qui que ce soit, à part par les gens qui sont en Suisse. Voilà. Donc, eux, c'est ça qu'ils ont choisi pour protéger leurs données.
voilà, donc on a pris quelques cas d'usage de manière à vous présenter qu'est-ce qui existait sur le marché lié à des références que nous on a. Questions-réponses. Donc c'est le moment des questions-réponses. Allô? Donc par chat. Hein. Oui, merci Gilles. Alors effectivement, on commence à avoir pas mal de questions. Alors, bonjour, très intéressant. Comment agir sur les outils comme Google, Microsoft Teams, etc. Les contrats et DPA difficiles à faire actualiser, mais outils indispensables historiquement. Alors pour la partie DPA, je vais laisser Olivier répondre. Disons, je pense que la réponse juridique et technique, elle est à peu près, enfin, sous réserve de ce que tu viens de dire, mais à peu près identique. Comment agir d'un point de vue juridique sur Google et Microsoft? On adhère ou on n'adhère pas. Hein, ce sont des contrats d'adhésion. Et donc, sauf si on a une force de négociation, parce qu'on a derrière soi un très grand nombre d'utilisateurs, un énorme contrat à la clé, pour le commun des mortels, la question est très compliquée. On adhère au service Google, on adhère au service Microsoft, et point barre. Donc, on n'a pas possibilité d'agir juridiquement sur ces grandes entreprises. Et c'est pour ça que je disais en introduction que, en fonction de la brique qu'on va leur confier, qui va être utilisée, il y a un choix à faire, il y a une balance à faire. Et il est probable que les incidents, les accidents, les attaques qui vont se succéder immanquablement, parce que c'est le lot d'une société normale que d'avoir des comportements déviants, et parfois il peut y avoir des comportements déviants qui font mal. Hein, en tout cas, sur le plan numérique, ça ira peut-être pas jusqu'à la mort, mais ça peut causer beaucoup de dégâts. Il est évident qu'on se rendra compte à un moment ou à un autre que peut-être on a besoin d'avoir des prestataires un peu plus accessibles, un peu plus ouverts à la négociation, un peu plus adaptés à nos besoins. Voilà, mais d'un point de vue juridique, Google, Microsoft, très compliqué à faire bouger. Alors d'un point de vue technique, je dirais que c'est relativement simple la réponse. Premier cas de figure, j'ai de la base de données. Eh bien, soit j'y mets de la donnée qui est publique, soit j'y mets de la donnée qui est non sensible. Au sens, ça peut être de la donnée secret d'affaires, c'est-à-dire de la propriété intellectuelle, mais je pense que je ne serai jamais, comment dirais-je, espionné, donc je m'en moque, je le mets. Et dans ce cas-là, pas de problème. Et deuxième cas de figure, si c'est par contre de la donnée sensible, on va dire régulée, de près ou de loin, c'est-à-dire imaginons données personnelles, données de santé ou toute autre donnée, parce que vous êtes dans un secteur particulier, imaginons les déchets nucléaires, eh bien là, vous n'avez aucune chance d'être protégé, quoi qu'il soit écrit dans le document et quoi que vous preniez comme mesure de sécurité, puisqu'il n'est pas possible de chiffrer une base de données, en tout cas contre le service. Et deuxième cas de figure, j'ai du document, et dans ce cas-là, oui, vous pouvez mettre en place une solution telle que la nôtre, par exemple, TrustyGate, qui vous assurera que vos documents seront chiffrés contre le service et au repos de manière très classique, pour répondre à cette question. Voilà. C'est assez simple. Hein. Question qu'il faut se poser, c'est base de données, pas base de données, document, pas document. Enfin, document, et puis après, quel est le niveau de sensibilité? Voilà. D'un côté, vous avez les bases de données et les documents, et de l'autre côté, vous avez niveau de sensibilité, régulé, pas régulé, sensible, pas sensible. Voilà. Merci pour vos réponses. On a une autre question. Merci pour tous ces rappels, mais l'invitation au webinaire reprenait comme point précis l'invalidation du Privacy Shield. Qu'en est-il sur ce sujet? Quid de mes données dans le cloud d'un prestataire US depuis cette invalidation? Alors, je l'ai évoqué dans des premières. C'est vrai que ça mériterait peut-être un webinaire en tant que tel. À date d'aujourd'hui, sauf exception, on ne peut plus exporter, je vais revenir là-dessus, on ne peut plus exporter aux États-Unis de données à caractère personnel de résidents européens, puisque on a vécu la même situation avec le Safe Harbor il y a quelques années, qui a été vite remplacé par le Privacy Shield. Et à date d'aujourd'hui, les États-Unis ne sont toujours pas un pays adéquat et il n'y a pas de mécanisme d'autorégulation ou autre qui est remplacé par le fichier. Alors, la Cour de justice de l'Union européenne, dans sa décision qui a été rendue, donc, que j'ai ici, le 16 juillet 2020, a donné une piste sur ce qu'on appelle les clauses types, c'est-à-dire des contrats des clauses qui ont été intégrées, qui ont été rédigées, validées, publiées par la Commission européenne
et qui, si elle figure au contrat avec votre prestataire, autorise dès lors le transfert des données à caractère personnel aux États-Unis, sous réserve d'une approbation quand même de la CNIL. Donc c'est un système bancal, mais à la date d'aujourd'hui, c'est la seule solution qui s'ouvre à vous. Pourquoi? Parce que effectivement, si ce transfert est illégal, ben, le risque pour vous, c'est surtout votre responsabilité vis-à-vis des personnes qui sont concernées par le traitement. Vos salariés, vos clients, vos prospects, vos contacts. Si demain, le prestataire américain, parce que c'est toujours dans des cas, je dirais, pathologiques, le problème des sanctions se pose. Il y a un accident, il y a une attaque, il y a des données qui fuient. On va se dire, mais elles sont aux États-Unis, mais depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020, elles n'auraient pas dû y être. Ou alors, si elles l'ont été, selon quel mécanisme? Et c'est là que la question se pose. Donc, il y a une petite voie qui a été ouverte par la Cour de justice de l'Union européenne sur les clauses types de la Commission européenne. Maintenant, ça me paraît quand même un peu simplement que parce que par contrat, le prestataire américain s'engage par contrat à des clauses types qui sont celles qui ont été publiées par la Commission européenne, tout est réglé. Je crains que pour la suite, les choses soient quand même plus compliquées et que ça soit peut-être mis en cause. Mais à la date d'aujourd'hui, la situation, elle est celle-là. C'est clause type ou illégalité. Et alors pour les clauses types, ce que dit exactement sur le sujet d'un point de vue technique, c'est qu'elle dit que vous devez rajouter des mesures de sécurité additionnelles qui, après une analyse de risque, montrent que vous avez réglé le problème et qu'il n'y a pas de risque résiduel. Et donc la réponse ensuite, cette fois-ci d'un point de vue purement pragmatique, c'est donc je reprends ce que j'ai dit, base de données, vous ne pourrez jamais le rendre conforme, c'est pas possible à l'heure actuelle. Et si c'est par contre du document, vous pouvez le rendre conforme avec des outils tiers qui vous permettront de faire en sorte que les données ne soient protégées au repos et contre le service. Voilà. C'est assez simple. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut signer les CCT et inclure des mesures de sécurité auxquelles votre, comment dirais-je, clouder US s'engage avec vous. Mais c'est vous qui êtes responsable à la fin. On t'entend pas. Alors, on a une autre question, c'est peut-être… Ah, ça ouais, coupe. vous m'entendez bien là? Des fois, ça coupe. Oui, HSM client est égal à HSM on-prem. Alors, pas exactement, non. HSM client n'est pas vraiment égal à HSM on-prem. C'est-à-dire que, oui, vous avez automatiquement un HSM on-prem, ça c'est vrai, et vous dupliquez cet HSM dans le cloud. C'est-à-dire, vous dupliquez, imaginons, je vous donne un exemple d'une société qui le fait, Entrust. Vous prenez un HSM Entrust, vous le dupliquez sur le cloud, et à partir de là, derrière, vous mettez un mécanisme de chiffrement, soit AIP avec des pertes de fonctionnalités, soit une solution comme la nôtre, sans perte de fonctionnalité, à part la collaboration multiple. Donc ça, c'est un mécanisme qui est forcément plus lourd que simplement je mets mes clés dans Azure, on est bien d'accord. Mais oui, donc c'est HSM, c'est pas que HSM dans on-prem, c'est je duplique mon HSM dans le cloud et cet HSM va me servir à stocker mes clés et il va discuter avec l'outil de chiffrement qui est soit l'outil de chiffrement du cloud, soit l'outil de chiffrement tiers. Très bien. Y a-t-il des exemples de sanctions GDPR avérées dues au non-chiffrement de données en stockage? Alors, en stockage, d'abord, toutes les données sont chiffrées en stockage, donc je dirais, il ne risque pas d'y avoir de sanctions puisque par définition, elles le sont. Par contre, y a-t-il des sanctions dans le cadre de données qui sont stockées dans le cloud parce qu'elles n'ont pas été protégées pour le service? J'avoue que je ne sais pas. Par contre, il y a déjà eu des sanctions pour des gens qui ne suivent pas les règles GDPR, ça oui. Oui, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, ce que vous pouvez faire, pour répondre à cette question, évidemment, il faudrait connaître par cœur toutes les décisions rendues, mais comme vient de le dire Gilles, évidemment, il y a des sanctions administratives de la CNIL. Encore une fois, c'est une partie des sanctions. Il y en aura probablement d'autres par d'autres voies de plus en plus nombreuses, soit la voie d'action individuelle devant les juges, soit l'action collective, soit les sanctions pénales, je rappelle. Il y a des sanctions, effectivement. Il faut suivre soit au jour le jour le site de la CNIL qui publie régulièrement des sanctions lorsque la décision est de les rendre publiques. Et puis, vous avez le rapport annuel de la CNIL, le dernier disponible en juin 2020 au titre de l'année 2019 et le prochain, si vous avez un peu de patience, probablement en juin 2021 au titre de l'année 2020, où là, vous aurez un résumé
de toutes les décisions rendues, toutes les sanctions rendues. Donc oui, probablement que, encore une fois, je ne les connais pas par cœur, mais probablement qu'il y a des décisions qui sont dans les domaines qui viennent d'être indiqués par Gilles. Et clairement, pour vous donner une idée, aujourd'hui, au niveau de la CNIL, ils ont en fait, ils ont 2 départements. Ils ont un département prévention et un département audit. Le département audit, c'est 30 ou 40 personnes, et le département prévention, c'est à peu près dans les mêmes eaux. Donc aujourd'hui, c'est pas la force de frappe de l'ANSSI, mais ils y vont, quoi. Et comme l'a dit Olivier, 500 à 600 investigations par an quand même. Donc ça fait quand même pas mal, hein, parce qu'il y a quand même, faut bien retenir qu'en France, en gros, il y a à peu près 3000 grosses entreprises. Et puis après, vous avez plusieurs millions de PME, mais vous avez, voilà, et ils vont d'abord cibler, vous vous doutez bien, les plus gros, les 3000 premiers, plutôt que de les cibler les tout petits au départ, quoi, clairement. Alors, sur la manière de cibler les contrôles, d'abord, la CNIL annonce chaque année un programme où elle suit évidemment un certain nombre de secteurs qu'elle annonce par avance. Et puis, il y a probablement une autre manière de faire qui n'est jamais avouée publiquement, qui est la délation. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est probablement fait. Et enfin, ils ont un outil nouveau depuis quelques années, bien 5 ans peut-être, c'est le contrôle en ligne. Et donc, effectivement, ils naviguent, ils regardent les sites web, ils regardent les politiques de confidentialité, le discours de l'entité concernée. C'est pour ça que nous, on travaille souvent en premier sur ce qu'on appelle la façade de l'égalité, c'est-à-dire tout ce qui est vu de l'extérieur, parce que c'est encore une fois, ça sera officiel, formel ou pas, mais ce sera toujours un petit coup d'œil au site web ou aux différents sites de la personne qu'on va viser par le contrôle. Soit ça donnera lieu à un contrôle formel, soit il m'étonnerait quand même qu'on n'aille pas jeter un coup d'œil avant de faire un contrôle sur place. Donc, très important de penser à cette façade de l'égalité. Et ensuite, il ne faut évidemment pas se limiter à la façade, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Mais oui, il y a aussi une tendance, par rapport à ce que disait Gilles, il y a une petite tendance quand même pour la CNIL, mais c'est presque de bon jeu, à la limite, ce n'est pas dérangeant de chercher à faire de la sanction pour faire de l'exemple et aider à une mise en conformité, et puis aussi peut-être pour dire on travaille. Hein, ça, on en a conscience. Donc, parfois, évidemment, une action contre un Google, ça va prendre beaucoup de temps, ça va donner lieu à beaucoup de transpiration. Donc, parfois, ils peuvent être tentés de courir après un petit qui court pas vite lui-même. Ça arrive. Et donc, dans le panel des sanctions, c'est vrai que les contrôles, ça reste plutôt grand, mais dans le panel des sanctions, on a toute taille. Hein, et on a aussi des petits qui courent pas vite. Merci bien pour vos réponses. Pourquoi est-ce que les BCR, donc les règles d'entreprise contraignantes, ne protègent pas? Alors, les BCR protègent, mais les Binding Corporate Rules, c'est à l'intérieur d'une entité. C'est typiquement entre la mère et ses filles, ou tous les membres de la famille. Donc, oui, ça protège, tout à fait. C'est un outil. Je ne l'ai pas évoqué. Je pensais surtout à la relation prestataire-client, vendeur-client, vendeur-sous-traitant. Et dans ces relations-là, les BCR ne sont pas d'utilité, puisque, encore une fois, les Binding Corporate Rules ne concernent que les groupes et les entités qui échangent entre elles. Ça part d'une doctrine, il y a de nombreuses années, qu'on a appelée la doctrine Fiat, à l'époque où l'Italie n'avait pas de loi informatique et liberté. Le constructeur italien faisait établir les fiches de paye de ses salariés français en Italie. Et donc, pour échapper à l'époque, il n'y avait pas de sanctions, mais pour échapper au contrôle de la CNIL et à la réprobation générale, ils avaient donc prévu un système interne qui a donné lieu à la création de Binding Corporate Rules entre la maison mère et ses différentes entités. C'est ça le Binding Corporate Rules. Oui, c'est un outil, effectivement, la personne qui a posé la question a raison, je n'en ai pas parlé, mais c'est un outil très limité quand même aussi. Merci pour la réponse. On a une autre question, c'est donc Office 365 pour nos départements RH, ce n'est pas possible pour les besoins du quotidien car leur quotidien est fait de travail sur des DCP en format Word, Excel, etc.
Ah si. Sur si c'est en format Word Excel et que vous mettez en place ce qu'ils appellent un Hold Your Own Key, c'est-à-dire un HSM dupliqué avec derrière un outil de chiffrement, ça va aller, hein, vous pourrez le faire. Sauf qu'il faut le mettre en place, quoi, si vous voulez le faire. Si vous l'avez pas fait, c'est-à-dire que vos données sont simplement stockées sur Office 365 avec l'utilisation d'un Microsoft Azure Vault, pardon, donc les clés de Microsoft et un chiffrement classique de surface avec ou sans IP qui chiffre lui les données, bah vous serez pas protégé, tout simplement. Vous serez pas conforme. Merci Gilles. On va prendre encore 2-3 questions et ensuite on va clôturer ce webinaire. Je vais regrouper 2 questions en une. Et si le prestataire US est situé en Irlande, que penser des serveurs Microsoft localisés en Europe? Ça ne change rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes américain, il pourrait même être au Bangladesh, le serveur, que de toute façon, il serait soumis au Cloud Act. Donc, ça ne change rien du tout. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, comme l'expliquait Olivier, c'est qu'à partir du moment où vous êtes un hébergeur qui est touché par une loi extraterritoriale, hein, c'est pareil pour la Chine, hein, pour info, hein, pour la Russie, et c'est pareil pour les USA, eh bien, quel que soit l'endroit où est située la donnée, si l'autorité judiciaire demande l'accès, elle a l'accès, c'est tout. Il faut se rappeler que Cloud Act a été pris en réaction à un litige justement entre Microsoft et je crois que c'était le département de la justice américain. Le département de la justice demande à Microsoft de rapatrier des données qui étaient hébergées en Irlande. Et Microsoft résistant. Il faut lui rendre quand même il faut lui rendre quand même ce point-là, c'est que Microsoft avait résisté. Voilà. Et donc, la justice américaine avait décidé que, en dépit du fait que les données étaient overseas, en dehors des États-Unis, Microsoft devait rapatrier les données près des autorités judiciaires américaines. Bon. Lorsque Microsoft a perdu à l'échelle au niveau de la Cour d'appel, elle a saisi la Cour suprême. Et avant que la Cour suprême ne statue, car bon, le pronostic était que la Cour suprême allait probablement statuer pour considérer que cette demande était illégale, car elle était effectivement extraterritoriale, comme ça vient d'être dit. Or, un pays, normalement, il légifère pour son État, pas pour celui du voisin. Quand on est en état de droit démocratique, hein, parce que la Chine, effectivement, n'a pas besoin de prendre ses précautions, c'est un autre problème. Mais lorsque la Cour suprême a été saisie, c'est à ce moment-là que cette loi, Cloud Act, a été votée. Voilà. Et donc, le litige entre le Microsoft et l'État américain a cessé naturellement à la Cour suprême, puisque ça a été tranché dans le sens ou en faveur de l'État américain. Merci bien. Comment peut-on inclure une DLP pour Microsoft 365 de manière à éviter la fuite de données? Ah, ça, il y a des outils techniques. Alors, la question, alors si la question c'est un risque IT et non pas un risque de données sensibles, il y a des outils à l'intérieur de Microsoft pour faire du DLP. Alors là, j'avoue que je me rappelle pas du tout du nom de l'outil, mais il y en a un. Je sais qu'il y en a un. Maintenant, si l'objet est toujours de protéger de la donnée sensible, peu importe pourquoi elle est sensible, dans ce cas-là, on revient toujours à l'histoire de chiffrement. Et alors, à propos du chiffrement, on a une question, une remarque, mais quoi qu'il en soit, on ne contrôle pas les clés de chiffrement pendant le transport. Alors non, évidemment, vous ne contrôlez pas les clés de chiffrement pendant le transport, mais si vos clés de chiffrement qui ont servi à chiffrer un document sont protégées dans un HSM dupliqué et que vous avez chiffré le document, à partir de là, le transport est lui-même sur un VPN, il n'y a pas de risque de se faire pirater, quoi. Franchement, je vois pas, il n'y a pas de risque là. Enfin, en tout cas, dans le GT, parce qu'en fait, il y a eu il y a eu un GT, un groupe de travail, excusez-moi, sur la protection d'Office 365. Et je suis sûr qu'on est descendu très très loin dans l'histoire. Et clairement, on en a conclu que d'un point de vue technique, HSM dupliqué plus outil de chiffrement plus VPN égale 0 risque. Très bien. Une dernière question. Je suis souvent ennuyé avec la qualification juridique des parties, contrôleur, processeur, co-contrôleur, etc. dans nos contrats de service, notamment en cas d'hébergement dans le cloud. Quels sont les conseils? Alors d'abord, la personne qui vous pose la question a raison de prendre le terme anglais. Parce que les termes français tels qu'ils ont été traduits de l'anglais, puisque le règlement a été écrit en anglais, bien sûr et malheureusement, mais c'est comme ça.
responsable de traitement sous-traitant est dangereux car le responsable de traitement laisse à penser qu'il n'y a que le responsable de traitement qui est responsable. On utilise responsable de traitement. D'ailleurs, ça crée des difficultés dans la lecture du texte. Dans les articles vers la fin, on parle de responsabilité, on ne comprend plus qui est responsable. Le mot responsable a un double sens dans le texte français. Il vaut mieux effectivement penser à contrôleur et à processeur. En fait, c'est simple, quand vous contrôlez les données que vous confiez dans le cloud, vous êtes le contrôleur. Si le prestataire ne fait que les processer, que les traiter dans le cadre du contrat qui vous lie à lui, et qu'aucun autre geste n'est fait vis-à-vis de ces données de son propre chef, il est simple processeur. Maintenant, s'il sort de ce rôle, qui peut demain être, et qu'à l'occasion d'un geste qu'il fait, qui n'était pas prévu au contrat, qu'il devait faire pour le compte de son client, et qu'à l'occasion de ce geste-là, qui n'était pas prévu au contrat, eh bien, des données ont fuité, par exemple. Je prends toujours le cas pathologique qui nous agite, une fuite de données. Il a été au-delà du contrat, où il a fait autre chose que ce qui était prévu au contrat. Je ne sais pas, moi, il a transféré sur une autre machine, je ne sais pas. Alors, sa co-responsabilité pourra être engagée. Mais a priori, quand vous contrôlez des données personnelles et que vous les mettez dans le cloud, c'est vous le contrôleur et c'est l'autre le processeur. Voilà. Après, contractuellement, on peut organiser ça. Mais je connais assez peu de sous-traitants, ou sauf de petite taille, qui acceptent de prendre plus de responsabilités, même dans le cadre de l'infogérance. Très bien, merci pour cette réponse à toutes ces questions. Merci à vous deux pour la présentation de ce webinaire. Un dernier rappel, vous allez recevoir l'enregistrement de cette session dans les prochaines heures. Donc, vous pourrez regarder le webinaire autant de fois que vous le désirerez. Pour tous ceux qui auraient posé des questions qui sont restées sans réponse, n'hésitez pas à revenir vers nous par email et on y répondra avec plaisir. Merci Gilles, merci Olivier. Je vous laisse conclure. Merci à tous. Merci.